Alors, je vais faire comme Serge Esco, je vais aller dans le vif du sujet rapidement. Juste quelques mots pour faire comme mon collègue, vous dire d'où je parle. Donc, la présentation que je vous propose, c'est une réflexion et accompagnée de quelques hypothèses. Pourquoi? Alors moi j'ai la double casquette, je suis enseignant-chercheur, je suis co-responsable, comme je vous mets, d'une plateforme CNRS, la MSH, la Maison des Sciences de l'Homme et des Sociétés à l'Université Toulouse de Mirail, enfin Toulouse-Jean Jaurès, qui est une plateforme pluridisciplinaire. Et je suis aussi clinicien depuis 13 ans maintenant en établissement pénitentiaire pour mineurs, d'abord en quartier pour mineurs et ensuite en établissement pénitentiaire, donc en EPM. Et alors avec une place singulière qui est psychologue clinicien auprès des équipes, où j'interviens toutes les semaines. Donc c'est une place pas directement auprès des adolescents, mais plutôt sous forme de supervision clinique auprès des équipes. Et puis après, moi j'ai une pratique libérale auprès des ados aussi. Voilà. Donc mon propos est éclairé par ces deux places, à la fois celle de chercheur, mais surtout là, celle de clinicien. Et je prends ancrage sur une situation qu'on a travaillée avec l'équipe qui avait en charge une jeune fille que j'ai appelée Lisa. Alors c'est toujours difficile d'aborder un cas clinique parce qu'on est dans une actualité. Bon, ça fait déjà 2 ans que cette jeune fille est passée en détention, mais j'ai quand même gommé beaucoup de choses justement pour éviter qu'elle soit reconnue. Voilà, donc j'ai fait mon maximum pour en extraire des éléments cliniques qui vont permettre d'illustrer un certain nombre d'hypothèses. Bon. Alors, pour introduire mon propos, quand même dire que moi, ma réflexion avec les équipes, elle part d'un phénomène, on a fait plusieurs constats, qui est que dès le moment où il y a eu les premiers adolescents qui ont été incarcérés pour des raisons en lien avec le terrorisme, alors qu'on appelle, alors je vous dis la dénomination juridique, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, le ministère de la Justice, notamment par le biais de la PJJ, a fait en sorte que tous les professionnels soient formés. Alors formés non pas forcément à la question de l'adolescence, puisqu'ils le sont déjà, mais à la question des religions. Donc on s'est retrouvé avec une hyper centration sur la question de la religion, avec des professions et des professionnels qui sont venus aussi compléter les équipes, notamment les référents laïcité et citoyenneté, qui viennent accompagner les équipes pluridisciplinaires. Ce qui fait que petit à petit, on a constaté, enfin moi j'ai constaté auprès de ces équipes que le discours prenait une tournure expertale du côté de la religion, au dépend bien sûr de l'analyse qu'on pouvait faire des problématiques de ces adolescents qui étaient, alors je dis adolescents, mais qui étaient principalement des adolescents. Donc, alors je vais lire pour ne pas perdre trop de temps. Donc les discussions s'orientaient autour d'un discours expertal sur des questions religieuses, limitant finalement l'espace de réflexion sur la dynamique clinique ou psychopathologique des adolescents. Et alors moi c'est ce que je voudrais défendre aujourd'hui, c'est finalement que sur le plan clinique, c'est un mode d'entrée par la problématique adolescente que je défends, parce que pour inhabituel ou singulier que soient ces cas, ils ne s'éloignent pas des préoccupations que l'on retrouve chez des adolescents suivis habituellement par la justice. Alors, avant d'aborder le cas de Lisa, j'aimerais faire juste un point d'éclaircissement sur les concepts que je vais utiliser, parce que là on a parlé de radicalisation. Moi j'essaie d'éviter le raccourci de la notion de radicalisation dans le champ clinique. Pourquoi? Parce que pour nous cliniciens, ça n'a pas forcément de sens la radicalisation. C'est un terme plutôt sociopolitique qui, sur un plan psychique, même cognitif, n'a pas un sens. Il n'y a pas de processus cognitif de la radicalisation, si ce n'est quand on l'associe au conditionnement et à l'endoctrinement. Mais justement, moi l'idée c'est de prendre recul par rapport à cette notion, et je vais parler plutôt de radicalité. Alors chez les adolescents, la question de la radicalité, elle est centrale. Pourquoi? Parce que par nécessité, un adolescent est radical.
dans le sens où il recherche des absolus, des idéaux sur lesquels ancrer ces processus de transformation de soi. Cette radicalité lui permet de se différencier, de s'individualiser, et doit s'entendre, et c'est là que c'est important, du côté de l'engagement. Ce qui inclut pour lui une prise de risque. Donc cet engagement radical est fondamental parce qu'il va permettre un processus de construction identitaire, puisqu'il constitue le fondement de l'indépendance et de l'autonomie psychique. Alors cette précision, elle est importante parce qu'en vous le présentant, c'est exactement ce que je faisais aussi en équipe avec les collègues, où on a quand même fait un travail d'éclaircissement des concepts qu'on utilisait pour pas que ça devienne trop envahissant. Donc si l'on revient à cette question de l'engagement, il est important de souligner qu'il nécessite des repères, cet engagement. C'est-à-dire qu'il ne s'appuie pas sur rien. Et c'est d'abord en s'appuyant sur l'histoire familiale, et notamment l'histoire de l'idéologie, de l'histoire familiale et de l'idéologie familiale, que l'adolescent trouvera des ressources de s'inscrire dans une trajectoire individuelle. Donc si l'on se réfère à la clinique psychanalytique, on peut définir la question de l'idéologie comme des croyances collectives dont la source est inconsciente et qui fournit des visions du monde idéales. Elle contribue ainsi à la constitution d'un surmoi, d'une instance morale et de l'idéal du moi, et à ce titre oriente les jugements et les actions d'un individu dans la société. Alors on comprend que dans la construction identitaire, il y a une nécessité de s'appuyer sur une idéologie, qu'elle ne se fait pas sans fondation, on peut dire. Et ce manque d'idéologie peut créer des vides, des lacunes, qui, et on le verra dans le cas de Lisa, demandent à être comblées. Donc au-delà de la dimension structurante de ces idéologies, qui sont d'abord familiales, mais il y a la construction, à partir de ces processus, d'un roman familial élaboré par les enfants et les adolescents pour s'expliquer leur origine et leur destin. Donc pour les adolescents, le roman familial prend la forme d'une sorte de rêverie combinant les différents fantasmes originaires et des pulsions avec la réalité de la structure familiale. Ce qui donne la création d'une famille idéale, mythique, permettant de manière transitoire de se dégager de mouvements fantasmatiques, souvent menaçants pour les ados. Alors nous, ce qu'on constate, c'est que souvent, chez les adolescents en général, qui ont des problématiques de violence, de délinquance, mais plus particulièrement chez les jeunes filles qu'on a rencontrées à l'EPM, il y a finalement une panne du roman familial, une incapacité à construire, à imaginer, à rêver finalement une histoire familiale qui serait plus contenante et rassurante. Donc à partir du cas de Lisa, moi ce que je vous propose, c'est quelques hypothèses de discussion qui ne sont pas exhaustives, on pourra en discuter un peu plus tard, mais sur la dynamique de l'engagement idéologique dans laquelle s'actualisent les avatars de l'histoire familiale et les processus de subjectivation propres à l'adolescence. Alors, Lisa a 17 ans quand elle est incarcérée pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Elle est accusée d'avoir entretenu des échanges réguliers avec les membres de l'État islamique afin de préparer un attentat et d'avoir participé au recrutement de jeunes filles en vue de les conduire en Syrie. Au moment des faits, elle est scolarisée, elle a des amis et elle est toujours dans sa famille. Lors des premiers entretiens, Lisa apparaît détendue et se prête volontiers à l'exercice du récit de vie. Son attitude lors des premières semaines de détention laisse entrevoir une jeune fille avec de bonnes capacités d'adaptation dans un contexte carcéral majoritairement masculin. Lisa se présente comme la cadette d'une fratrie de 3 enfants, dont le frère aîné est issu d'un premier mariage de sa mère avec le frère de son père. Elle nous dit « j'ai une famille compliquée », puisque son demi-frère est aussi son cousin germain, selon ses précisions. Alors, mon collègue parlait tout à l'heure, il est là, de l'inceste. Je ne vais pas développer cette hypothèse, parce que je n'avais pas assez d'éléments, mais on peut déjà
se représenter un contexte de l'ordre de l'incestuel, au sens de Racamier, puisque Lisa l'aborde directement. Donc dans sa présentation, Lisa insiste sur sa forte complicité et sa ressemblance avec son père, même si elle qualifie celui-ci de nerveux. Elle ajoute que ses parents ont eu quelques difficultés avec elle. Elle dit petite, je négociais tout, j'avais un caractère affirmé et j'étais une résistante. Sa famille de nationalité française est d'origine maghrébine du côté paternel et italienne du côté maternel. Cette configuration familiale semble trouver un équilibre autour d'une neutralité religieuse, puisque la mère comme le père revendiquent le fait, et je les cite, de ne pas être religieux et même d'être athée. Alors le récit de l'histoire familiale est marqué par deux événements importants qui sont concomitants. L'arrivée en France du grand-père paternel marocain et tirailleur dans l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale, et la difficulté de la famille à faire valoir les droits du grand-père pour obtenir les papiers malgré sa nationalité française. Alors selon le récit du père de Lisa, recueilli par les collègues éducateurs, cette épreuve est vécue comme une humiliation familiale, compte tenu de leur attachement à une identité française. Donc à partir de là, Lisa explique tout son attachement à comprendre l'histoire familiale. Et dès son enfance, les questions des origines et du rapport du parent à leur histoire obsèdent Lisa. Ce questionnement s'exacerbe au moment de l'adolescence et prend la forme d'une urgence subjective à travers une revendication identitaire. Lisa interroge l'histoire familiale et plus particulièrement les raisons de la rupture des liens entre son père et son grand-père, qui, d'après les dires du père, était un pratiquant rigoriste de la religion. Ces sollicitations et le refus des parents d'évoquer les questions de religion génèrent progressivement des tensions et des conflits au sein de la famille. Malgré les demandes répétées de Lisa, les rencontres avec son grand-père sont refusées par son père. Lisa nous dit ne pas comprendre les choix de ses parents, ce qui la frustre profondément. Ça m'énerve que mon père ait oublié sa culture pour s'intégrer. Alors d'ailleurs, Lisa reviendra plusieurs fois sur la souffrance de son père, à laquelle elle semble s'identifier. Elle explique également les injustices dont elle a été témoin, son père ayant vécu de nombreuses situations de racisme, malgré son souhait de s'intégrer. Et elle nous dit, au foot, il buvait l'apéro avec les copains, il épouse une Française, et c'est pareil, ça ne change rien. Cette situation devient pour Lisa un motif d'opposition à ses parents, dans un contexte pubertaire, venant interroger naturellement la solidité des liens filiatifs et ce qui fait son identité propre. Il va falloir Combien il me reste de temps? On va dire 2 minutes. 2 minutes? 5 minutes. Ah, merci. C'est la négociation. Bon. Alors, j'avance. Donc, ce qu'on constate chez Lisa, c'est une recherche, à partir de là, de substitut à l'histoire familiale, puisque personne ne lui en parle. Donc, elle va chercher à se réenraciner, notamment dans une croyance radicale, dont elle revendique une connaissance parfaite. Et alors là, on voit la fascination des professionnels sur ce récit de Lisa et de sa connaissance de la religion, qui fait écho à leur formation d'ailleurs. Se dire, ah, mais c'est utile, on comprend finalement ce qu'elle nous dit. Mais Lisa s'inscrit dans un processus de défi qui domine les modalités relationnelles qu'elle entretient avec son environnement. Donc cette défiance va jusqu'au rejet des figures parentales, pris dans un fantasme d'auto-engendrement au profit d'un tuteur, seule figure d'autorité reconnue. Elle semble trouver dans l'islam radical des réponses à ses préoccupations existentielles, ça rejoint un peu les catégorisations de tout à l'heure, c'est-à-dire trouver une place narcissiquement étayante, portée par un idéal humanitaire et sacrificiel, en devenant éventuellement kamikaze, et je la cite, « Je suis prête là à tomber en martyr, soit en faisant le djihad, ou à la Mohamed Merah. » Donc sa quête de radicalité et de prise sur l'environnement prend la forme d'un passage à l'acte, notamment quand elle réussit
a envoyé des jeunes filles en Syrie, parce qu'elle était aussi recruteuse pour Daesh. Donc pour conclure, le travail réalisé avec l'équipe pluridisciplinaire nous conduit à relever chez Lisa une véritable carence de la transmission de l'histoire et de l'idéologie familiale. Et là je reprends aussi les concepts de mon collègue Pierre Bengosi sur l'idéologisation. Il y aura une panne de l'idéologisation. Donc, à l'instar de l'injonction « tu ne verras pas ton grand-père », Lisa est confrontée à l'omerta familiale, selon laquelle on ne parle pas de religion. Aussi, les questionnements légitimes de Lisa sur son histoire familiale et sa culture se heurtent au silence, au vide de la signification. Et on sait que la nature a horreur du vide. Donc, Lisa va trouver dans le discours de Daesh, dans le discours extrémiste, un moyen de combler le vide. Voilà. Et donc, ça va lui servir de prothèse pour faire face à ces transformations pubertaires qui sont, de manière interne, très douloureuses. Donc, elle va se constituer une panoplie psychologique. Alors, pourquoi j'utilise le terme de panoplie? Parce que ça renvoie à un terme du Moyen-Âge. La panoplie, ce n'est pas le déguisement de Zorro, c'est l'armure. L'armure qui est à la fois un moyen offensif et défensif contre les attaques extérieures. Donc, elle se construit cette carapace, non, pour faire face à ce vide de l'histoire familiale. Et alors finalement, Lisa semble agir son roman familial au lieu de l'élaborer, et tente cependant, coûte que coûte, d'en résoudre quelque chose. Ce qui ne peut être élaboré va être agi. Donc pour finir, vraiment, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit notre collègue pour le travail en équipe. Mais juste dire quand même que moi, mon travail auprès des équipes, il a été aussi de leur permettre de se distancier par rapport à ceux qui les envahissaient, parce que nous aussi, on est pris dans l'événementiel, on est pris dans les émotions liées aux attentats, et il y avait un clivage qui se constitue dans l'équipe, avec ceux qui étaient fascinés par l'histoire de Lisa, qui vivaient aux dépens de ceux qui l'écoutaient. Je ne peux pas développer cette idée, mais c'est important de le savoir. C'est-à-dire que le fait d'être dans ce récit de sa vie, de ce qu'elle pouvait faire, attirait l'attention des autres professionnels. Et puis, de l'autre côté, le rejet. Le rejet, parce que émotionnellement, trop complexe à gérer. Donc, il y avait une combinaison des mouvements transféraux contre transférentiels dans cette suivi qui faisait qu'elle envahissait l'institution au détriment de toutes les autres situations. Il faut savoir quand même, et je m'arrêterai là-dessus, que sur l'année 2017, il y a eu 60 mineurs en France incarcérés pour des problématiques en lien avec le terrorisme, ce qui est infime par rapport à l'ensemble des problématiques. Mais quand on voit toute la machine qui était mise en route pour la prise en charge, bon, ça nous questionne aussi sur la façon d'appréhender. Voilà. Ben, je vous remercie, je m'arrêterai là. Merci beaucoup.